Son dernier livre, Je reste roi de mes chagrins, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, même, je dirais même plus. Voilà, c'est un livre magnifique, et comme tous les livres de Philippe Forest, tous des livres magnifiques, avec une écriture sublime. Voilà. Et merci pour ces beaux cadeaux littéraires que vous nous faites. Et puis voilà, donc je laisse la parole à Nicolas et à Philippe. Oui. Merci de votre invitation et de votre présence. Bon, alors bonsoir à tous. Alors quelques mots pour présenter Philippe Forest très rapidement. Vous avez commencé en fait votre carrière par des études sur des auteurs. Vous vous intéressez beaucoup notamment aux avant-gardes littéraires. Vous avez écrit sur Tel Quel, sur Joyce, sur Camus, sur Solers. Vous vous intéressez également de près à Rimbaud. Vous avez enseigné en Angleterre avant, puis on vous a connu romancier, enfin par votre premier roman, par votre premier texte, L'Enfant éternel, qui est né d'un deuil, une perte d'un enfant, et c'est évidemment un événement qui a fondé en quelque sorte toute la suite de vos livres, puisque les thèmes de la perte, du deuil, etc., se retrouvent toujours plus ou moins suivant les livres. Enfin, c'est quelque chose qui court aussi toute votre œuvre. Parallèlement à ça, évidemment, vous continuez d'avoir une activité universitaire et de publier beaucoup d'essais. D'ailleurs, je pense que vous êtes aussi sur la peinture, par exemple. Et je crois que c'est peut-être un 9e roman, quelque chose comme ça, sur à peu près 30 livres. Donc ça donne la proportion, vous voyez, de son activité. Je dois dire, pour vous donner tout de suite mon sentiment personnel, que Je reste roi de mes chagrins, donc le nouveau roman qui paraît en cette rentrée, est vraiment le livre de la rentrée que j'ai le plus aimé, qui m'a le plus ébloui. D'abord par son écriture qui est extrêmement poétique, presque, j'oserais dire peut-être lyrique par moment, et aussi par sa forme, et c'est ça que je trouve absolument passionnant dans l'œuvre de Philippe Forest, c'est que de roman en roman, il renouvelle toujours un peu la forme du roman. Vous ne refaites pas deux fois la même chose, et alors ça, évidemment, c'est très stimulant intellectuellement. Nous avons ici donc un livre dont on va parler plus en détail après, mais dont la forme mêle à la fois le roman, l'invention romanesque, et la forme théâtrale. On fait beaucoup au théâtre, et le thème en est en fait la rencontre d'un peintre avec son modèle, le modèle étant Winston Churchill. Ça se passe en 1954, et pour ses 80 ans, la Chambre lui offre de le mettre à l'honneur, et lui offre d'avoir un grand portrait, portrait qui ne va pas d'ailleurs beaucoup lui plaire, et bon, on parlera de ce... Donc ça, c'est le thème, un des thèmes centraux de ce livre, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à dire autour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous interroger sur un article, voilà, dont on parlait tout à l'heure, un article intéressant qui est paru dans la NRF, la Nouvelle Revue Française, donc la revue historique de Gallimard, au mois de septembre, dans laquelle vous donnez un discours que vous avez prononcé à Rome au mois de juin, et qui s'intitule « Le classique des classiques ». Et ce sera donc ma première question. Je fais 2 citations de cet article. La première, c'est sur la première phrase de l'incipit, parce que je la trouve absolument délicieuse. Elle dit « Ma bibliothèque est si mal rangée que chaque fois que je cherche un livre, j'en trouve un autre. » Et c'est peut-être un peu ce qu'on va rencontrer dans ce livre aussi. Et une autre réflexion vous dit il y a une providence pour les lecteurs,
elle leur procure un livre, parfois à la place d'un autre, mais qui leur fournit justement la réponse qu'ils ne se demandaient pas à la question qu'ils se posaient pourtant. La réponse qu'ils ne se demandaient pas à la question qu'ils se posaient pourtant, c'est-à-dire sans savoir. Alors, est-ce que voilà ma première question, est-ce que les livres qui reviennent, c'est-à-dire les classiques, principalement, vous citez par exemple les tragiques grecs, le théâtre Nou, Joyce, Hamlet, etc., sont des livres fantômes, et quel est le rôle du lecteur dans le surgissement de ces fantômes? C'est-à-dire, il y a le travail de l'auteur évidemment, mais est-ce que le lecteur lui aussi ne fait pas passer par une lecture méticuleuse les fantômes des ténèbres à la lumière? Oui, le lecteur fait surgir comme ça, sans en avoir forcément conscience et sans maîtriser complètement le processus. Le lecteur fait surgir des récits qui s'imposent à lui, et une fois que ces récits ont pris forme, on a l'impression qu'ils devraient nécessairement être là. En fait, j'avais été invité, j'ai la chance d'être beaucoup traduit en Italie, c'est le pays où je suis le plus traduit, et donc j'étais invité à une manifestation littéraire qui se déroule dans un lieu très impressionnant, parce que c'est un lieu qui se situe à côté des ruines du Colisée, et le thème des rencontres de cette année, c'était les classiques. Et donc je raconte dans ce petit texte que j'ai donné à la NRF dans le cadre du dossier que Michel Crépu préparait pour présenter la rentrée littéraire, j'ai donné à la NRF la conférence, le texte que j'ai prononcé là-bas, où je racontais, c'est d'actualité, je racontais qu'en fait, pour un numéro de la revue Europe qui va paraître, je crois, d'ici 1 ou 2 mois, j'ai écrit un texte sur Peter Handke, en fait. Donc, je recherchais dans ma bibliothèque les livres de Peter Handke que je possède, et j'ai eu du mal à les trouver. Je suis tombé sur un livre d'Hélène Sixou, et c'est un livre d'Hélène Sixou qui raconte justement comment elle-même elle a des difficultés pour trouver le livre de Dostoïevski qu'elle cherche. Et voilà, donc c'est ainsi que l'histoire se met en place, mais pour exprimer cette vérité qui, je crois, est très, très profonde, qui est que nous vivons tous, bien sûr, au milieu d'une bibliothèque matérielle et immatérielle, à l'intérieur de laquelle tous les récits du monde nous attendent, et attendent le moment que nous les rappelions à la vie, en quelque sorte. Et c'est ce que j'ai fait avec l'histoire de Churchill, mais aussi avec toute la bibliothèque qui l'accompagne, et qui est essentiellement empruntée au théâtre de Shakespeare. Pour vous donner une idée de cette prose dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle vous écrivez, est-ce qu'on pourrait lire par exemple simplement ce petit paragraphe là, vous voyez, ici, et qui me paraît particulièrement intéressant et aussi vraiment très, très musical. Vous allez noter toutes les assonances, les sons sur les rythmes, etc. Le tableau ne montre rien d'autre qu'un fouillis de formes que foncent des couleurs. Au fond, on voit le vert variable des feuilles qui pendent des branches, et dont certaines viennent tacher la surface de l'eau sur laquelle elles sont tombées et où elles flottent par endroits. Au centre, donnant l'impression qu'un puits plus profond y plonge, s'étend une nappe de noir où se réverbèrent verticalement, et comme si on les voyait à l'envers, les troncs de 2 grands arbres dont la cime n'apparaît pas dans le cadre. Au premier plan, l'eau semble bizarrement s'embraser sous l'effet du soleil, qui, passant à travers les frondaisons, y met sa clarté jaune, à l'intérieur de laquelle filent, plus vives, les flèches de feu de quelques poissons d'or, étincelant parmi la menue monnaie précieuse des canines et des herbes. C'est des temps de Charles. Voilà. Alors, ce qui n'est pas dit effectivement au tout début, pendant une bonne partie du livre, c'est que le personnage là, qui est penché au-dessus d'un étang, d'un bassin, et c'est Churchill. Et pourquoi est-ce qu'il est
pencher au-dessus de ce bassin, c'est que ce bassin, enfin, d'abord, il le peint. Alors ça, je crois que c'est une chose vraie, hein, que puisqu'il était peintre amateur aussi. Et aussi, vous présentez, là, on le sent bien dans ce passage, cet étang, Mardo, comme un miroir, c'est-à-dire que il reflète le ciel et finalement il regarde toujours ce miroir. Qu'est-ce qu'il regarde à travers ce miroir? Est-ce que c'est sa propre image? Est-ce que c'est autre chose? Mais la caractéristique d'un miroir, c'est qu'on n'en perce jamais, on ne va jamais au fond du miroir. Ça renvoie toujours une autre image. Alors, puisqu'on va parler des rapports du peintre et de son modèle, est-ce qu'on peut poser la première question concernant Churchill? Est-ce que ce peintre, est-ce que tout peintre finalement n'est pas toujours contraint plus ou moins de faire son autoportrait, puisqu'il est face à un miroir dont il ne peut pas percer? Oui, chaque œuvre est un autoportrait, donc l'autoportrait de celui qui peint ou celui qui écrit, mais en même temps, ce miroir, il réfléchit aussi le regard, le visage de celui qui le regarde, qui est le spectateur ou le lecteur. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'une œuvre puisse à la fois réfléchir celui qui l'a faite et celui à qui elle est destinée. Donc, il y a effectivement toute une série de phénomènes de miroitement dans le livre qui expliquent que tout s'y dédouble un peu. Le tableau réfléchit le livre, qui lui-même réfléchit sans doute autre chose. Et l'homme qui pose et l'homme qui le peint deviennent en quelque sorte comme les doubles l'un de l'autre, comme le lecteur et l'auteur sont également les doubles de l'un de l'autre. Oui, voilà, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que là, on voit une scène de théâtre, enfin, il figure une scène de théâtre sur laquelle on voit ce qui est censé se passer avant le lever du rideau. Mais bientôt, on va voir le peintre et Churchill face à face, et là, il y a un jeu très, très subtil, justement, sur la perception, parce que... alors on suppose qu'il y a des spectateurs dans la salle qui, eux, font leurs commentaires, dont on perçoit un peu les réactions, et qui voient la scène. On peut dire que la scène est une sorte de tableau aussi. D'ailleurs, au théâtre, on utilise le terme tableau aussi. Le tableau que peint le peintre dont j'ai oublié de dire le nom, c'est Graham Sutherland, qui était un homme qui avait peut-être 50 ans quand Churchill en avait 80 ans. On ne voit pas à quoi va ressembler son portrait. On sait qu'il peint quelque chose qui n'est probablement pas dans le style de ce qu'aime Churchill, mais on ne le voit pas. Et il y a peut-être aussi encore un autre tableau qui est le fond du décor. Enfin, il y a c'est un tableau à l'intérieur d'un autre tableau, un tableau pictural à l'intérieur d'un tableau théâtral. Et le tableau théâtral lui-même, il est inséré à l'intérieur de ce qui est un roman ou quelque chose qui se présente comme tel. Voilà. Mais c'est moins compliqué qu'il n'y paraît, enfin j'espère. T'es parti sur cette histoire de peintre. Donc, je passe un peu le début sur lequel on reviendra à la fin parce que sinon c'est trop compliqué. Mais les rapports entre Churchill et le peintre s'annoncent difficiles puisque Churchill rechigne un peu, enfin, et il veut lui absolument savoir à quoi va ressembler son tableau. C'est à quoi le peintre lui répond d'ailleurs que je le saurai une fois que je l'aurai peint. Voilà. Et parce qu'en fait, la situation que je n'explique que progressivement, parce que je diffère volontairement le moment où je fournis au lecteur des informations qui sont pourtant indispensables, mais en fait le Parlement britannique est très pressé de voir Churchill prendre sa retraite, et donc ils organisent, ses honorables collègues organisent une manifestation sans équivalent pour rendre hommage au Premier ministre à Westminster.
Et le clou de la cérémonie est censé être l'hommage donc fait de ce tableau au Premier ministre. Mais simplement le problème c'est que Sutherland est un peintre moderne, voire avant-gardiste. À l'époque, il était considéré comme le grand peintre britannique au même titre que Francis Bacon. Mais il est quand même beaucoup moins audacieux dans son traitement du visage humain que Bacon et même sera quelques années plus tard. Et donc, il y a une confrontation comme ça entre ces deux hommes que tout oppose. Et en ce qui concerne Sutherland, il a bien conscience qu'il est l'instrument d'une manœuvre destinée à pousser gentiment Churchill vers la retraite. Donc ça donne un peu l'arrière-fond historique, politique et psychologique de la confrontation. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup dans ce livre, ils ont beaucoup de conversations qui ne tiennent pas qu'à la peinture, qui tiennent aussi à l'histoire, au rôle qu'ils ont joué l'un et l'autre, et peut-être aussi à l'écriture de l'histoire par l'art, par exemple. Pour donner un exemple, je crois que Churchill, lui, est dans la position d'être un homme qui a un passé politique très, très glorieux, et par exemple, il parle à un moment tous les deux de la guerre, et le peintre, lui, a l'impression d'avoir traversé la guerre, non pas comme un acteur, mais comme un spectateur. Là aussi, les spectateurs, parce qu'il peignait des scènes. C'est ça, il n'a pas combattu, hein. Il était trop jeune pour faire la Première Guerre mondiale, il était presque trop âgé pour faire la Seconde, mais en tout cas, en tant que peintre, il a été mobilisé, mais non pas pour combattre, mais pour peindre en fait des tableaux qui étaient plus ou moins des tableaux de propagande. Donc il y a cette opposition-là, mais que chacun d'entre nous peut imaginer, donc que je n'ai eu aucun mal à reconstituer mentalement, parce que imaginez-vous, même un artiste relativement connu, imaginez-vous face à Churchill, c'est quand même un des personnages les plus impressionnants de l'époque, et d'autant plus que Churchill jouait de sa faculté à intimider ses interlocuteurs. Mais en même temps, Sutherland, il ne se laisse pas complètement marcher sur les pieds, il tient bon, donc c'est pour ça aussi que j'ai donné une forme théâtrale au récit, c'est qu'il y a quelque chose d'éminemment dramatique dans cette confrontation de deux personnages qui sont opposés l'un à l'autre, mais qui en même temps vont se découvrir un certain nombre d'affinités, ce qui fait que le rapport de force entre eux se renverse d'acte en acte pour montrer comme une vraie dynamique s'établit entre ces deux figures. Parce que la structure du roman, en fait, reprend une structure théâtrale, c'est-à-dire il y a un prologue, il y a des actes, enfin il y a 4 actes qui sont divisés en scènes, en chapitres qui sont des scènes, et ces actes sont eux-mêmes interrompus par des intermèdes, voilà, qui sont prétextes à très intéressantes digression ou réflexion sur le roman, sur le théâtre, sur ce qu'on voit, etc. Et à un moment, je me suis demandé, mais en fin de compte, ce face-à-face entre Churchill et son peintre, qu'est-ce que ça raconte? Quelle histoire ça raconte? Et alors là, vous avez voilà un passage qui m'a intrigué, mais qui est repris, un thème repris plusieurs fois dans le livre, c'est justement la valeur des histoires. Vous dites, les histoires sont plus vieilles que les hommes qui les ont, qui les vivent, voilà. Plus vieilles que ceux qui les racontent. Elles nous précèdent, elles les attendent, elles leur survivent. Une fois qu'ils ont disparu, elles continuent sans eux, jusqu'à ce que d'autres s'en viennent, qui prennent la relève et qui, à leur tour, remplissent les rôles que les premières avaient d'abord cru, les premières histoires qu'ils avaient cru. C'est-à-dire que, en fait, pour dire les choses plus simplement, pardon pour cette lecture, vous lancez l'idée que les histoires précèdent ceux qui les racontent et qu'il y a en fait qu'une histoire et que cette histoire, on pense toujours l'inventer
mais en fait c'est toujours la même. Oui, mais bon, c'est une idée toute simple, c'est que toutes les vies se ressemblent finalement, et que ce qu'elles ont d'essentiel, nous le partageons tous. Et là, c'est un livre qui met en scène des figures historiques, dont celle de Churchill particulièrement éminente et prestigieuse, mais ce que vit Churchill, c'est ce que chacun d'entre nous vit, a vécu et vivra. Et c'est pour ça que c'est aussi un livre sur le temps qui passe, sur l'amour, sur le deuil, sur la disparition, sur la mélancolie, sur la faculté aussi des hommes à résister à cette mélancolie et à cette détresse. Donc ça nous concerne tous. Mais disons que quand j'ai raconté cette histoire, lorsque j'ai vu ces deux personnages apparaître finalement, je me suis dit qu'il fallait la raconter, cette histoire, sous une forme théâtrale, en raison du caractère précisément dramatique de la figure de Churchill. C'était un cabotin, quoi. C'était un personnage hors norme, un cabotin qui vivait sa vie comme s'il la jouait. Et c'est ce qui explique aussi le surgissement de la référence shakespearienne. Et ce que Churchill a vécu, bien longtemps avant que Churchill ne soit là, sur la scène de l'histoire, Shakespeare l'avait déjà raconté à travers toute une série de pièces, dont je me suis ensuite amusé en quelque sorte à les mettre en écho ou en regard de l'histoire que je racontais. Parce que Shakespeare, c'est ça, les grandes pièces de Shakespeare, c'est des histoires de dépossession, de découronnement, c'est des histoires de chute, voilà, et tout cela, Churchill l'a vécu aussi. Nous sommes tous des personnages, nous sommes tous des héros de Shakespeare. Et d'ailleurs, c'est une phrase terrible du Conte d'hiver que j'aime beaucoup, parce qu'elle est vraiment désespérante, mais en même temps elle est assez amusante. C'est le roi dans le Conte d'hiver dit à un moment: tous les hommes jouent un rôle, et moi aussi je joue un rôle, mais le mien est si mauvais qu'on me sifflera jusqu'à la tombe. Voilà. Nous sommes tous des acteurs. Tout ce qu'on peut espérer, c'est d'aller à la tombe sans être accompagné par trop de lui. Et écoutez, ça tombe très bien parce que justement je voulais vous faire parler de ça, de la forme théâtrale de ce livre, particulièrement de la référence à Shakespeare, puisque le titre du livre est une référence à Richard II, Je reste roi de mes chagrins, puisque dans la pièce d'ailleurs, la citation de Richard II intervient, c'est la première scène du 4e acte, qui dans votre livre est au début du 4e acte aussi, vous l'avez replacé. Je n'avais pas remarqué que c'était la même chose, mais là c'était pas fait. Et la réplique, enfin traduite, c'est vous pouvez me retirer ma gloire et ma puissance, mais non mes chagrins, dont je resterai toujours le roi. Une autre forme, mais pour parler de Shakespeare, donc effectivement beaucoup de pièces sont citées, soit en début de chapitre ou des choses comme ça. Je m'étais demandé si vous aviez choisi Shakespeare parce que c'est celui qui a dit, c'est une phrase récurrente, que le monde est un théâtre, que la vie est une scène et que nous sommes tous des acteurs. On joue des personnages, ou alors si c'est parce que Shakespeare est finalement l'auteur fétiche pour un anglais. C'est comme on dirait pour un espagnol, ça serait peut-être Cervantes ou des choses comme ça. Alors est-ce que ça vient de ça, ou peut-être tout simplement de votre goût à vous? J'ai un goût ancien pour Shakespeare, même si je ne suis pas un spécialiste de Shakespeare, mais je suis un lecteur, j'ai été un spectateur de ses pièces. Non, c'est le sujet du livre qui a appelé la référence shakespearienne, mais après j'ai systématisé le procédé, comme on le fait quand on écrit un livre. Il faut bien trouver une forme, et la forme, ça suppose qu'on suscite des échos, des ressemblances, des contrastes, etc. Donc je me suis servi de Shakespeare, mais aussi parce que j'ai une affinité assez profonde avec la vision qu'il propose d'un monde comme illusion finalement, et en mettant en doute ce que nous prenons pour notre propre identité personnelle. Oui, le monde est une scène, nous sommes tous des acteurs. Voilà. Bon.
Et alors, ce théâtre, puisque là c'est mêlé avec la forme romanesque, j'aimerais simplement dire, enfin, que vous nous disiez un mot sur le rapport du genre théâtral avec le roman. C'est-à-dire qu'on peut se demander, là on se dit finalement, est-ce que c'est le roman qui est mis sous forme théâtrale ou est-ce que c'est le roman du théâtre, si on veut. C'est un peu les deux formules marchent en un sens. Est-ce que vous choisissez entre ces deux formules? Mais je crois que la forme théâtrale est en quelque sorte la forme première. En tout cas, c'est une affirmation qui peut se vérifier historiquement. Le roman est un genre relativement tardif par rapport à la tragédie ou à la comédie. Et j'ai cette idée que la littérature est essentiellement théâtre. Et en ce sens, je voulais essayer, à partir du roman, de retrouver cette forme antérieure qui était la forme théâtrale. Quand Mallarmé dit « tout existe pour aboutir à un livre », le livre auquel il pense est un livre théâtre. Voilà. Je me demandais aussi, comme vous parlez souvent, par exemple, vous décrivez ce qui se passe dans les coulisses, on entend le murmure de la salle, on entend le souffleur, etc. J'ai pensé à cette expression qu'on trouve ailleurs aussi, qui qui parle de l'autre théâtre. L'autre théâtre, c'est la voix qui vient des coulisses, si on veut, mais c'est peut-être aussi un peu l'inconscient d'une certaine façon. Est-ce que est-ce que le théâtre est un lieu privilégié de l'inconscient et de la parole, plus que le roman ou plus que la poésie, par exemple? J'ai pas vraiment pensé à l'inconscience en écrivant ce livre, ce qui ne signifie pas que l'inconscient n'y ait pas pensé sans moi. Mais ce qui m'intéresse surtout dans le théâtre, c'est plutôt la faculté que l'œuvre théâtrale a de créer une illusion tout en dénonçant cette illusion. C'est Brecht qui dit qu'au théâtre, c'est le principe de la distanciation, enfin en simplifiant. C'est Brecht qui dit qu'au théâtre, il faut montrer et montrer que l'on montre. Voilà. Et pour moi, une œuvre littéraire n'est complète que si elle joue, je le dis d'ailleurs dans mon livre, sur ces deux tableaux à la fois, dire elle produit une représentation. Représentation, d'ailleurs, c'est un mot qui appartient aussi bien au langage du théâtre qu'au langage de la peinture. Donc l'œuvre produit une représentation, mais elle fait apparaître cette représentation comme fictive, de manière à ce que le lecteur ou le spectateur ne cesse pas tout à fait prendre à l'illusion qu'on lui propose. Donc moi, c'est toujours ça qui m'a plu dans le théâtre. Et c'est particulièrement vrai du théâtre shakespearien, parce que le théâtre shakespearien, qui n'est pas du tout un théâtre naturaliste, comme il en existe par ailleurs, comme il en a existé par la suite, le théâtre shakespearien est plein de reflets, de mise en abîme, le théâtre dans le théâtre, et puis justement cette faculté que Shakespeare accorde à ses acteurs de commenter la pièce à mesure qu'elle se fait. C'est le rôle du prologue, de l'épilogue, de l'intermède. Moi j'ai toujours beaucoup aimé ça d'une manière générale en art, comme quand Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou, tout d'un coup ce qu'on appelle un regard caméra, et donc se met à parler directement au spectateur. Moi j'ai toujours apprécié ce genre de facéties ou de pirouettes, et donc je crois que le théâtre est l'espace par excellence de ce type de jeu. Alors, on disait qu'il y a beaucoup de références dans ce livre, beaucoup de références à Shakespeare, mais aussi par exemple au portrait de Dorian Gray, par exemple, à un moment, ou d'autres auteurs. Mais alors, il y en a un sur lequel j'aimerais bien faire parler un instant, c'est celui vers lequel nous porte le titre, parce que la citation de Shakespeare telle que je l'ai citée tout à l'heure, n'est pas du tout celle qui est écrite sur la couverture, puisque Shakespeare dit « Mais non de mes chagrins, dont je resterai toujours le roi ».
C'est un moins bon titre. Voilà. Et là, vous avez écrit « Je reste roi de mes chagrins ». Or, « Je reste roi de mes chagrins », je pense que c'est une allusion à un vers d'Aragon dans le Crève-Cœur, un poème qui s'appelle Richard II 40, donc il fait évidemment référence à ça, et qui dit « Je reste roi de mes douleurs ». Donc vous avez gardé chagrin. Et je vous parle d'Aragon, et c'est un indice que vous nous donnez peut-être, parce que cette forme théâtrale où alterne roman et théâtre, où il y a un dialogue du double d'ailleurs entre un vieil homme et quelqu'un de plus jeune, plus dans la force de l'âge, disons, eh bien c'est tout à fait la même situation. Enfin, ça nous fait penser au dernier roman d'Aragon qui s'appelle Théâtre-roman, qui date de 1974 et que vous connaissiez mieux que personne, puisque vous en avez fait l'édition dans le Pléiade. Donc je pense que cette référence était évidente pour vous. Comme par exemple j'ai noté certaines choses dans le vocabulaire, par exemple à un moment vous dites le falin des phrases, qui fait penser à un chapitre de théâtre-roman qui s'appelle le falin des rêves par exemple. Il y a le premier chapitre Levé de rideau qui est également un chapitre de théâtre-roman. Il y a le personnage du prologue qu'on peut éventuellement rapproché du recueil Les Poètes, où il y a un personnage qui s'appelle le prologue, exactement. Alors, tout simplement, quelle est la part d'Aragon, disons, dans ce livre-là, et est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces deux romans? Oui, sans doute. Vous avez tout à fait raison lorsque vous remarquez toutes ces ressemblances. Le titre est arrivé très tardivement et je l'ai choisi avec un peu de réticence parce que je trouvais que c'était un peu emphatique, mais tout le monde a eu l'air de trouver que c'était un très bon titre, donc je me suis dit vraiment oui. Mais effectivement, là j'avais conscience de reprendre la manière dont Aragon avait approximativement cité Shakespeare. Donc je citais la citation déjà approximative qu'Aragon fait de Richard II. Après, j'ai pas tellement pensé à Aragon en écrivant ce livre, mais je suis tout à fait prêt à reconnaître qu'il y a eu une influence qui s'est exercée sur moi, ne serait-ce que parce que je dois avouer que c'est Aragon qui m'a fait prêter attention à certaines œuvres du théâtre de Shakespeare qui n'étaient pas celles vers lesquelles j'allais le plus spontanément. Dans Théâtre-roman, les deux pièces que Aragon cite le plus longuement, c'est Le Roi Lear et Richard II, qui sont deux drames du découronnement, si on peut dire, deux drames de la vieillesse. Et donc j'ai été amené à lire ces deux pièces sous l'influence d'Aragon. Il y a quelque chose aussi à quoi je prête attention de plus en plus depuis quelques années, sans avoir réussi vraiment à savoir ce que j'en pense, mais je crois qu'il y a un côté baroque qui correspond sans doute à mon tempérament et dont j'ai pris un peu conscience en écrivant il y a 2 ou 3 ans un essai qui était consacré à Rubens. Parce que Rubens et Shakespeare sont des contemporains. Et il y a une grande proximité entre leurs univers, leurs imaginaires. Et Aragon est bien sûr l'un des grands baroques de la littérature du XXe siècle. Parce que qu'est-ce que c'est que le baroque? C'est le goût du miroitement, de l'illusion, le doute constamment jeté sur le spectacle du monde et sur la réalité de chacun d'entre nous. Donc de ce point de vue-là, il y a une parenté très forte entre Aragon et Shakespeare, qu'Aragon revendiquait lui-même, et qui s'imprime aussi dans mon propre livre, sans doute. Donc je n'ai pas eu le sentiment de m'inspirer d'Aragon en écrivant ce livre, mais par les références à Shakespeare, j'ai certainement retrouvé Aragon, ce que je conteste nullement. J'en profite pour le montrer parce que je pense que c'est un des romans d'Aragon qui est le moins lu probablement et qu'on peut trouver en imaginaire Gallimard. Voilà, donc dès que vous avez terminé la lecture de Philippe Forest,
J'étais dans le théâtre roman. Ça, très beau livre, évidemment. J'aimerais beaucoup qu'on parle du thème aussi des fantômes et du temps qui est parfois inversé. Un passage. Oui, voilà, c'est ça. C'est le qui est justement sur ce qu'on a esquissé tout à l'heure, le temps qui s'inverse, le fait qu'on raconte des histoires qui existaient déjà avant, et ça va faire une petite transition. Les histoires d'hier se confondent avec celles de demain. Les secondes répètent les premières qui les prophétisaient déjà. Le passé et le futur forment deux miroirs placés face à face, légèrement de biais, dont chacun réfléchit l'autre, entre lesquels le présent qui se tient voit son image démultipliée à l'infini. Un espace minuscule et qui pourtant, par quelques phénomènes optiques aux airs d'aberration, recueille en lui celui immense de la vie. Comme dans un tableau cubiste, chaque chose vue s'offre simultanément au regard, sous tous les angles que ce dernier sera successivement susceptible d'occuper par rapport à elle. Oui, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est deux choses. D'abord, ce thème du miroir sur lequel on peut revenir rapidement, qui est très marqué dans l'histoire du roman, enfin dans le texte sur le roman, parce qu'évidemment, ça fait penser aussi à Stendhal, par exemple, qui, vous savez, la célèbre citation où Stendhal dit le roman, c'est un miroir promené le long d'un chemin. Et d'ailleurs, vous avez plus loin un autre passage où vous-même vous reprenez cette image, mais en disant que ce sont deux miroirs qui donnent sur l'infini, en quelque sorte. Tant que vous avez un miroir, les choses sont relativement simples, mais dès que vous en avez deux, ça se complique singulièrement. Et là, il y a plus de deux miroirs dans ce livre, parce que la surface de l'étang est elle aussi un miroir. Donc si vous peignez un étang, vous réfléchissez dans un miroir, ce qui est déjà un miroir, à moins que ce ne soit l'inverse, puisqu'on ne sait plus très bien où est l'original et où est la copie. Et d'ailleurs, ces deux personnages, enfin le peintre et le modèle, ont tendance à être eux-mêmes le miroir l'un de l'autre, parce que parfois on se demande si c'est pas le modèle qui peint le peintre, enfin qui fait le portrait du peintre, etc. On peut peut-être arriver au moment où il se passe une sorte de révélation pour eux entre ces deux hommes qui apparemment sont très distants de caractère et de milieu, etc. C'est qu'ils ont un point commun qu'ils vont découvrir, c'est qu'ils ont, bien des années avant, tous les deux perdu un enfant. Et je pense que c'est ce qui vous intéressait aussi dans cette histoire. Et à un moment, Churchill fend un peu l'armure et raconte un peu la mélancolie qui l'envahit parfois. Et c'est la belle image, alors c'est pas pour vous faire lire tout le temps, mais si vous voulez, j'ai un passage là qui est très beau, où il parle, où il dit au peintre l'histoire de son Black Dog. Est-ce que c'est... Autre chose que ce quelque chose de noir et que je connais bien, vous avez dû en entendre parler, je n'en fais pas mystère, je l'appelle mon Black Dog. C'est le nom que ma nurse lui donnait quand j'étais petit. Il aboie à belle basque, me mord les chevilles, ne me laisse jamais de répit, je me crois en paix avec moi-même, et je réalise qu'il n'en est rien. Il n'est jamais loin. Il attend le moment propice pour se rappeler à moi, surtout aux heures les plus sombres de la nuit. Mais il lui arrive aussi de se montrer en plein jour, sans la moindre raison apparente. Il m'est fidèle comme le sont les chiens, un bon compagnon. Je me suis habitué à lui. Il m'aime bien. Le pire est que la réciproque est vraie, je crois. Il faudrait faire lire par un comédien qui ne répugnerait pas comme moi à cabotiner. Il faut, là, je dis de manière plate, mais bien sûr, j'ai écrit ça en faisant appel à l'imagination du lecteur qui doit imaginer un personnage comme Churchill en train de... Et cela dit, c'est vrai, hein, je me suis inspiré quand même
de la réalité historique, même si j'ai réinventé assez librement cette réalité. Churchill est connu pour ça. Aujourd'hui, je déteste l'expression, mais aujourd'hui on le qualifierait de bipolaire. Il y a quelques années, on aurait dit maniaco-dépressif. Ce qui est certain, c'est qu'il avait un enthousiasme et une énergie extraordinaire, et brusquement, il tombait dans des périodes d'abattement sans nom. Donc, c'est quelque chose dont je parle. Puisque vous en parlez, il y a cette histoire de recherche et d'archives là, sur laquelle je rebondis. C'est que vous dites, en fin de compte, l'archive, c'est-à-dire le travail sur lequel vous êtes fondé, l'archive, c'est ce qui reste, c'est la poussière du temps, quoi. C'est ce qui reste une fois que le temps a passé. Et quand un artiste, mettons un écrivain ou un peintre, en l'occurrence un romancier, se sert de l'archive, cette archive devient quelque chose d'autre. Et en fin de compte, ça nous laisse à penser que l'archive, retraitée par la littérature ou par la peinture, etc., par des représentations, devient plus vrai que l'histoire elle-même. C'est ce que dit Oscar Wilde dans La décadence du mensonge. Ça n'est pas l'art qui imite la vie, c'est la vie qui imite l'art. Donc à partir d'un certain point, nous ne connaissons plus la réalité qu'à travers les images que les artistes en ont produites. Et par exemple, Jules César, bon, qui est Jules César? En fait, si vous regardez les récits concernant Jules César qui sont parvenus jusqu'à nous et qui façonnent l'idée que nous faisons de cet homme, ce Jules César n'a certainement rien à voir avec l'homme qu'il a pourtant été, et tout ça est médiatisé par une source essentielle, c'est la pièce de Shakespeare qui s'appelle Jules César, et qui en fait n'est que la réécriture par Shakespeare d'un certain nombre d'autres récits antérieurs. Donc moi, toute modestie, toute proportion gardée, bien sûr, parce que je ne me compare pas à Shakespeare, mais je fais avec Churchill ce que Shakespeare a impunément fait avec Jules César. Et ce qui advient de tous les personnages, et notamment des personnages historiques, c'est qu'il n'existe plus qu'à travers la légende qu'ils nous ont laissée, et qui devient tellement éloigné de la réalité dont elle est partie, que chacun, finalement, en tout cas c'est ce que je dis pour m'excuser, que chacun est libre d'autant faire un peu ce qu'il veut, quoi. Cet aveu dont nous parlions tout à l'heure, la rencontre de ces deux hommes, en fin de compte, autour de la perte d'un enfant, le récit, fait aussi petit à petit basculer le prologue, c'est-à-dire le prologue, c'est ce qui correspondait au cœur antique, quoi, un peu, si on veut, c'est celui qui commente la pièce, le prologue évolue de plus en plus vers l'auteur ou vers le narrateur en tout cas, qui lui-même mène un peu sa propre histoire à celle de ces deux personnages. Mais alors là c'est d'une pudeur exquise, hein, parce que et vous notez justement la difficulté de parler des choses et peut-être parfois aussi laisser place au silence ou au manque dans l'expression même, parce que vous notez, relevez cette phrase, le mot manque dont l'absence dans toute phrase fait un trou où rien ne se dit, mais dans le vide duquel, en vérité, tout semble bien résonner. Et cet oubli d'un mot m'a fait penser aussi à votre précédent roman, oui. L'oubli, enfin c'est quand même pas le précédent aussi. Si, c'est le précédent. Oui, parce que disons que il y a une dimension autobiographique à tous mes livres, et j'ai souvent insisté sur la nécessité de baser le roman sur une expérience du réel, mais disons que dans les livres les plus récents, alors que les premiers romans étaient assez frontalement autobiographiques, je me tiens de plus en plus en retrait. Je suis dans la coulisse, disons, mais ce qui n'empêche bien sûr que l'histoire que je raconte, si elle est celle de chacun, elle est aussi la mienne. Mais il faut peut-être dire, enfin, peut-être que vous aviez prévu de m'interroger là-dessus après, mais
il y a cette stratégie qui m'amène à différer les informations que je donne à mesure dans le livre, mais en fait, l'histoire est partie de quelque chose de très simple que peut-être certains d'entre vous reconnaîtront. Un jour, je regardais la télévision, je regardais parce que j'éprouve toujours le besoin de citer des sources ici. Il n'y a pas que Shakespeare, il y a aussi des choses qui appartiennent à une culture plus populaire. Donc je regardais à la télévision une série que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est la série qui s'appelle The Crown, qui est une série qui raconte l'histoire de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Alors je précise tout de suite que moi je suis absolument pas un admirateur de la famille royale anglaise. Enfin, j'ai pas de mug chez moi avec les portraits, et j'ai jamais été déposer une fleur sur la fleur qu'aime l'Allemagne pour les Dion. Mais il se trouve que tout le monde est humain, donc je regardais la télévision et donc je tombe sur cette série et je regarde attentivement un des épisodes parce que je connaissais déjà l'histoire de Churchill et de Sutherland pour m'être intéressé un peu à cette histoire qui est quand même assez étonnante. Simplement, il y a quelque chose qui se dit dans cette série qui m'a bien sûr saisi et dont je ne sais pas si c'est avéré ou si c'est une pure invention du scénariste Peter Morgan. Dans la série, ça dure 3 minutes, 5 minutes, je ne sais pas, à un moment, donc racontant l'histoire d'Elisabeth II d'Angleterre, les réalisateurs de cette série évoquent donc le 80e anniversaire de Churchill et montrent donc le tableau en train de se faire et la confrontation donc du Premier ministre et du peintre. Et tout se noue autour de la découverte que font ces deux hommes, donc du fait que tous les deux, une vingtaine ou une trentaine d'années auparavant, ils ont perdu un enfant. Et donc j'ai été très frappé par la chose, puisque cette fois c'était l'écran de la télévision qui devenait pour le coup un miroir où c'était mon propre visage et ma propre histoire que je reconnaissais. Et donc je me suis dit que c'était un signe qui m'était adressé et que cette histoire elle m'interpellait et qu'elle me demandait à moi de la raconter. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, c'est de là qu'est parti aussi le roman que j'ai écrit qui s'appelle Sarina Gara et qui vient de la découverte que j'ai faite dans une librairie de Kyoto de la traduction anglaise d'un poème de Issa qui a fini par donner son titre au livre. Donc voilà, on est saisi par des histoires et moi j'ai été saisi par cette histoire de cette manière-là. Donc après, des 3 ou 4 minutes que dure ce moment de l'épisode, j'ai fait le roman. Voilà. C'est quand même... J'espère que j'aurai pas un procès. Parce que je doute, j'aurai certainement pas les moyens de gagner et je doute même que Gallimard aurait les moyens de gagner. C'est donc, d'une certaine façon, la révélation d'un secret entre eux. Et à propos de ce secret, vous écrivez... alors, je vous interroge ensuite sur les questions que pose le fait de revenir sur ce même thème, en fin de compte. Vous écrivez il s'agit d'un secret, mais selon un autre paradoxe qui n'est pas moins mystérieux que le précédent, on ne parvient à le conserver qu'à la condition de le trahir aussi. Ce sont des choses dont on ne parle pas, sauf parfois au théâtre, ou bien alors dans un roman, où d'autres règles valent que celles qui ont cours dans la vie, là où la bienséance trace une frontière que l'on ne franchit pas, car ce qui se dit, entre ce qui se dit et ce qu'on ne peut pas. C'est-à-dire que en revenant sur ce thème dans vos livres, si j'ai bien compris, vous avez besoin de mettre une certaine distance ou une certaine invention autour, justement pour le préserver, non pas pour le livrer au public, mais pour en préserver la... Oui, parce que
je doute que Churchill et Sutherland aient véritablement parlé de la mort de leur enfant, parce que ce sont des choses dont on ne parle pas. Et dont moi-même je ne parle jamais, j'ai jamais. J'aurais dû. Hein, j'ai jamais raconté la mort de ma fille à la télévision. Il y a des écrivains qui le font, ça les regarde. Mais donc, il s'agit de dire cette chose parce qu'elle ne doit pas être tue, mais sous une forme qui en préserve le caractère indicible, disons. Donc la littérature, ça sert à ça. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué au début à ce sujet, c'est la citation que vous faites de Georges Bataille. Vous dites seulement celui dont le cœur est blessé d'une incurable blessure, telle que jamais nul n'en voulut guérir. Et ce qui m'intrigue là-dedans, c'est voulu, n'en voulu guérir. C'est-à-dire que c'est devenu la blessure est telle qu'elle est consubstantielle à la personne qui l'a, et sans me débarrasser, si tant est que ce soit possible, ce serait peut-être se trahir un peu soi-même. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai toujours dit et qui n'a pas toujours été compris, en tout cas par tout le monde, depuis mon premier livre, lorsque j'évoquais la nécessité de refuser le travail du deuil. J'ai écrit là-dessus dans L'Enfant éternel, puis dans Tous les enfants surobsophains, et j'ai pris une position qui était une position un peu militante, polémique sur ce point, en m'insurgeant contre le discours prétendument consolateur que la société actuelle entend tenir et entend imposer aux individus, en disant la résilience, il faut rebondir, etc. Donc, toutes ces choses que je déteste, que je trouve méprisables, et qui me semblent solidaires d'une vision inacceptable de l'humanité. Ce qui nous fait humains, c'est la fidélité à un certain nombre de choses, et notamment la volonté de garder les yeux ouverts devant la dimension tragique de l'existence. Alors aujourd'hui, c'est à la mode la consolation, il faut réparer les vivants, paraît-il. Il y a un écrivain, il y a un universitaire qui s'appelle Alexandre Geffen qui écrit un livre là-dessus sur la littérature de consolation. Alors il me cite longuement, mais il veut à tout prix me faire dire le contraire de ce que je dis, parce que je fais un peu désordre parmi les autres écrivains dont il parle. Mais moi, je considère que il y a une dignité dans le choix de l'inconsolable. Il y a d'ailleurs une très belle citation à ce sujet qu'on peut peut-être garder pour la toute fin. J'ai encore une ou deux questions à vous poser. La première, bon, on en a déjà un peu parlé, donc on passe. C'était sur le fait, quelque chose qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'à la fin, il y a, vous revenez un peu sur ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est une très bonne formule, mais ce qu'on appelle un peu l'atelier du roman, c'est-à-dire vous commentez la façon dont vous avez écrit votre roman. Et vous parlez de cette série, enfin tous les éléments et en même temps c'est un commentaire, mais c'est un commentaire qui aussi prend valeur de fiction, qui s'inscrit dans la fiction aussi. Donc là on a le passage en question. Ah oui, alors ça c'est une question difficile, la dernière, je l'avais gardée pour la fin parce que je me suis dit c'est que votre livre commence par la citation, enfin, d'un passage biblique, enfin, qui est le second livre de Samuel, je pense, qui est écrit sous forme de vers. Alors, d'abord, je me demandais, enfin, j'avais l'impression que vous aviez réécrit ce passage. Oui, enfin, je suis resté assez près du texte original quand même. Et donc, d'ailleurs, dans ce passage, il y a cette phrase clé qui est « tuer cet homme », qui revient plusieurs fois dans le livre, enfin, vous verrez comment. Et alors, je me suis demandé, justement, si le fait
de mettre une forme poétique au début, ça avait le sens en quelque sorte, parce que je me suis demandé, est-ce que c'est la poésie, la poétique, qu'est-ce que c'est? Et ben, on le sait notamment par un auteur que vous citez à la fin, puisque vous citez quelque chose de la poétique d'Aristote. Seulement, dans sa poétique, lui, il distingue en fait la poésie, enfin, pour lui, la création, disons, c'est la mimésis, c'est-à-dire essayer de reproduire le réel le plus fidèlement possible. Or, il me semble que c'est peut-être pas le cas ici, enfin qu'il y a une autre valeur, et vous allez nous expliquer, vous parlez du terme anagnorisis, qui est en fait, alors ça c'est très intéressant parce que c'est le sentiment, qui vient d'Aristote évidemment, et c'est le sentiment qu'a le spectateur, le public, à la fin de la représentation, c'est-à-dire un sentiment de reconnaissance, Est-ce que oui, c'est pas quelque chose que j'ai calculé depuis le début, hein, parce que j'imagine que c'est pour tout le monde pareil, mais enfin, en tout cas pour moi ça fonctionne comme ça. Le livre se construit à mesure, et donc telle remarque en appelle une autre, et telle remarque fait surgir telle référence. Et donc je me suis retrouvé à la fin à me demander comment se termine une pièce de théâtre. Et à cette question, il y a des réponses classiques qu'on trouve notamment chez Aristote, ce qui dénoue l'intrigue et ce qui lui permet de s'achever, c'est donc ce qu'Aristote appelle la reconnaissance, qui tient notamment au fait que l'un des personnages se reconnaît lui-même tel qu'en lui-même alors qu'il ignorait qui il était. C'est par exemple le cas d'Oedipe. Oedipe, la pièce se termine quand Oedipe apprend que le coupable finalement de cette peste qui s'abat sur sa cité, c'est lui parce qu'il a tué son père, couché avec sa mère alors qu'il l'ignorait. Voilà. Ou alors il y a d'autres formes de reconnaissance, on trouve ça chez Molière aussi, on trouve ça chez Shakespeare. Tout d'un coup, le père reconnaît sa fille qui avait disparu, et tout le monde se marie, et c'est très bien, tout le monde est heureux, etc. Voilà. Il y a cette forme de reconnaissance-là, mais c'est aussi, c'est aussi essentiellement la reconnaissance donc du héros, la reconnaissance de lui-même par le héros, et du même coup la reconnaissance de lui-même par le spectateur. Et c'est ce qui fait le lien avec le début. Tout d'un coup, on regarde une pièce, ou on regarde un livre, ou on regarde un tableau, et on dit « Ah oui, c'est vrai, je suis cet homme. » Voilà. Et c'est précisément ce qui arrive chez moi à Churchill. Il y a ce tableau assez monstrueux de lui qui est fait, et grâce à sa femme, parce qu'il y a quand même des personnages féminins à la fin qui sont assez importants, enfin pour moi en tout cas, grâce à sa femme, Churchill se dit « Ah oui, c'est vrai, en fait, je suis cet homme. » Et simplement, je joue sur le sens du mot reconnaissance, parce que reconnaissance en français et pas en grec, bien sûr. Reconnaissance en français, ça veut dire aussi gratitude. Et cette reconnaissance de soi-même, à laquelle le lecteur ou le spectateur parvient grâce à l'auteur et grâce au comédien, elle appelle une sorte de parole de gratitude qui est celle avec laquelle se terminent parfois les pièces de théâtre. En tout cas, c'est ce qu'on dit de La Tempête de Shakespeare, qui est censée être la dernière grande pièce de l'auteur, et qui se termine de cette manière-là. Prospero brise sa baguette de magicien, il noie le livre qui était le sien, et puis vous savez, il y a ce passage magnifique, nous sommes de l'étoffe dont sont faits nos rêves, notre petite vie, un rêve la parachève. Voilà, donc il y avait la suprême élégance pour moi, ça n'est pas d'écrire ou de peindre pour s'imposer, mais c'est d'écrire ou de peindre pour disparaître dans ce paysage de brume et de rêve qui est celui que fait se lever précisément le grand art quand il s'agit de celui de Shakespeare.
Donc il y a lieu d'être reconnaissant. Je préfère finalement, la citation, sauf si vraiment ce passage-là, mais c'est mieux de terminer comme ça. Et une chose qu'on peut dire d'ailleurs pour cet art qui peut disparaître, c'est qu'il y a aussi ce thème du tableau fantôme, puisque en fin de compte, le tableau va subir les foudres de la femme de Churchill, qui le trouve affreux, horrible, etc. Et probablement, en tout cas, pour ce qu'on en suppose, elle va faire brûler le tableau. Oui, c'est ça, oui, c'est pratiquement sûr. Enfin, il y a une petite incertitude qui subsiste, mais c'est-à-dire, je vous invite à aller sur Internet voir les actualités, je pense que c'est de la BBC, donc il y a un reportage d'une dizaine de minutes qui montre la cérémonie. Et c'est vraiment très drôle. Enfin, bon, Churchill avait bien des défauts, hein. C'est pour ça que c'est un personnage un peu déprécié parfois aujourd'hui, mais moi je le trouve très sympathique, cet homme. Et bon, déjà il nous a quand même rendu de grands services, parce que sans lui, il n'est pas évident que la Grande-Bretagne aurait tenu bon contre l'Allemagne nazie, et bon, on ne sait pas ce qui serait passé après. Mais par ailleurs, je le trouve sympathique malgré ses défauts. Et donc, vous voyez, c'est très amusant, il est donc dans l'abbaye de Westminster, et il y a derrière le tableau, qui est un tableau monumental, hein. Et il y a un rideau qui couvre le tableau, et donc le maître de cérémonie tire sur un cordon. On voit tout ça dans les actualités télévisées de l'époque, ou cinématographiques, je ne sais pas. Et donc le rideau tombe, et Churchill ne peut pas résister à la curiosité, donc il se retourne, et là on voit plus son visage, et il voit ce tableau qui est quand même une représentation assez terrible de lui, parce que Sutherland l'a peint abattu, détruit, vieux, sénile, mais bon, en même temps avec une sorte de grandeur comme ça qui subsiste. Et après on a un extrait du discours de Churchill qui commente de manière très amusante ce tableau, et qui retourne complètement le public en disant oh, it's a remarkable example of modern art. Et bien sûr, ça veut dire exactement le contraire, c'est l'antiphrase. C'est un remarquable exemple d'art moderne, et parce que l'art moderne, pour Churchill, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et donc, toute l'assemblée est traversée par un rire monstrueux. Et Churchill, donc, détestait ce tableau. Et moi, après, j'imagine la conversation qu'il y a entre lui et sa femme, mais semble-t-il, Churchill a exigé de sa femme donc qu'elle détruise le tableau après sa mort. Et donc, là, il y a quelque chose qui manque. Ce tableau, personne ne saura jamais véritablement à quoi il ressemblait, parce qu'on ne dispose que de débauches, de mauvaises reproductions, notamment en noir et blanc, de reconstitution. On trouve 2-3 photographies sur Internet, enfin, qui ne sont pas excellentes. Mais le summum de l'art pour un artiste ou pour un magicien, c'est de se faire disparaître lui-même à la fin du spectacle. Très bien. Bon, alors on peut peut-être s'arrêter là. Simplement, je fais un peu de publicité d'abord pour les livres de Philippe vous appelez Philippe Solers, Philippe Forest, qui sont là, qui sont tous formidables, magnifiques. Je vous montrais tout à l'heure le livre d'Aragon, le théâtre roman, qui est costaud, mais enfin passionnant quand même. Et puis pour faire une transition avec un prochain rendez-vous, si vous voulez vous replonger dans Richard II, vous pouvez le lire, mais vous pouvez aussi l'écouter, parce qu'ils ont sorti en CD cet enregistrement du TNP de l'époque de Jean Vilar, avec Gérard Philippe dans le rôle de Richard II. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que notre prochain invité au mois de novembre, enfin pas fin novembre, ce sera Jérôme Garcin pour son livre sur Gérard Philippe qui vient de parler. Donc voilà, si vous voulez vous préparer, enfin assurer la transition entre ces... Et c'est un très bel enregistrement, évidemment, tout à fait passionnant à réécouter. Voilà, alors peut-être...